Bonjour à tous. Je suis content de vous retrouver. En fait, j'étais intervenu déjà il y a comme 2 années, en fait. Je crois, c'est ça. Il y a 2 années, en fait, un petit peu sur un sujet connexe à ce que je vais vous présenter ici. J'espère que je ne vais pas faire de bêtises entre les deux. En fait, j'essaie de suivre ici et j'appuie sur un bouton pour l'autre là. Enfin, je vais peut-être faire des bêtises, mais vous m'en voudrez pas, quoi. Donc, je vais vous parler de Emotional Character Design. En fait, la problématique, elle peut être abordée de plein de façons différentes. Vous allez voir aussi, j'ai la même approche que Jeanne tout à l'heure. En fait, il y a pas, je viens pas donner des leçons, je viens juste vous faire profiter de mon expérience personnelle sur quelques années de game et puis de production de game, en fait. Donc, on va aborder plusieurs choses dans les slides. Tac, c'est ça. Que j'aille pas trop loin, en fait. Ouais, c'est peut-être ici que ça s'arrête, c'est ça. Donc, évidemment, la première chose dont je vais vous parler, c'est qui je suis aussi, que vous sachiez un peu ce que j'ai fait dans le passé, ou l'intérêt que ça peut avoir, en fait, ce que je vais vous présenter, est-ce que ça a un intérêt ou pas, en fait, ça c'est clair, quoi. Ensuite, on va parler d'Emotional Face Character Design in Game Culture, donc on va regarder un petit peu c'est quoi l'évolution, en fait, du character design, comment, en fait, on a pris en considération ou pas, en fait, les aspects émotionnels dans le temps. On va parler d'empathie, Emotional Empathy, Close Activity, en fait, on va regarder que dans le game, comme dans la plupart des médias, il y a plusieurs façons d'aborder les choses, et il y a plusieurs distances pour aborder les choses, en fait. Si la caméra est vraiment très close, si on est vraiment très près des sujets, on ne va pas raconter la même histoire que si on prend de la distance, ou si on prend encore plus de distance. Donc on verra un petit peu c'est quoi les enjeux de ça. On va parler aussi d'Emotional Character Design, Realism versus Stylized. En fait, c'est toujours la problématique du choix qu'on fait dans un début de production. Donc souvent, c'est un choix qui va être dirigé par les aspects technologiques et financiers. Donc souvent, on va quand même plutôt partir sur des éléments, quand on n'a pas trop de budget, plutôt du stylized, en fait, plutôt que des choses réalisme, en fait. Mais on va voir qu'il y a plein d'autres enjeux derrière tout ça, notamment en termes émotionnels, quoi. Si vraiment on choisit de faire des personnages réalistiques, là, il y a plein d'enjeux et plein de problématiques qui vont arriver et qui sont spécifiques, en fait, à la game. On va regarder c'est quoi, en fait, ces problématiques-là. Et je vais finir sur un sujet qui est un petit peu particulier, en fait, sur lequel on travaille pas mal dans le game en ce moment en research, c'est overgeneralization. C'est en fait des théories de psychosociaux qu'on utilise, en fait, pour designer les personnages. Donc il y a des choses qui sont hyper intéressantes là-dedans. Et puis c'est évident qu'il y a comme des choses qui sont un peu dangereuses et puis qu'il faut faire attention avec ça, quoi. Donc l'idée c'est de vous le montrer et puis après c'est vous qui choisirez si vous avez affaire avec ça ou pas, quoi. Donc le premier sujet, c'est plutôt d'où c'est que je viens, en fait, c'est ça. Donc c'est un peu comme Jeanne, donc je pense qu'on est un peu dans les générations un peu anciennes. Moi j'ai commencé à travailler dans le game en 1989, donc peut-être certains d'entre vous n'étaient pas nés encore, quoi. J'ai travaillé dans des studios, mon premier studio c'était l'Encore, en fait, je travaillais chez l'Encore, Titus, Microïd, donc on faisait du sprite game, donc c'était des jeux c'était un modèle de game, en fait, qui ressemble pas mal à ce que vous faites dans l'indie game aujourd'hui, en fait. Dans l'indie, on a pas mal les mêmes problématiques. C'est des petits studios. En général, l'Encore, quand je suis arrivé chez l'Encore, on était 8, quoi. Donc c'est vraiment au départ des tout petits studios avec des petites affaires. Mais on arrivait à vendre assez facilement parce que même si, en fait, il y avait moins de clients à l'époque, les clients étaient quand même assidus, en fait, sur le peu de produits qu'on allait vendre. Donc c'était un marché plus, plus facile.
Donc j'ai fait ça, ensuite j'ai travaillé pour Black Mill, un studio allemand en fait, que vous connaissez peut-être encore aujourd'hui. À l'époque on travaillait pour DICE, puis on a continué, eux ils ont continué à travailler sur des jeux, pas mal sur 14-18, etc. quoi. Ensuite j'ai fait plusieurs racing games, notamment avec Leon Brothers, mais aussi avec le studio Raingraph à Tokyo. Donc c'était vraiment une période qui était sympa sur des games particuliers. En fait, on a travaillé sur S-Speeder, en fait, certains vous connaissez, c'est un peu comme du F0, c'était vraiment sur le marché japonais, puis S-Speeder, en fait, on le trouve maintenant sur les portables. Il y a eu 6 millions de ventes, en fait, de S-Speeder, en fait, qui ont été faites. Et j'ai pas pris de royalties, en fait. Je me suis fait payer 10 000 balles à l'époque, c'était énorme, quoi. J'étais content comme tout, quoi. Et c'était un mauvais choix. Donc, mais bon, c'est comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'on ne pensait pas qu'il y aurait une deuxième vie du game avec les portables et puis comme une troisième vie, etc. quoi. Et puis, plus récemment, en fait, j'ai passé une thèse, en fait, dont je vous parlerai tout à l'heure, sur les problématiques émotionnelles. Donc, je suis sorti, en fait, de mon domaine qui était vraiment l'illustration et le game design, puisqu'au début, en fait, j'étais illustrateur, comme Jeanne tout à l'heure, en fait, quoi. Donc, mon arrivée dans le game, c'était, j'allais faire de l'illustration pour des boîtes de jeux, chez l'Encore, quoi. Puis ils m'ont dit, est-ce que tu veux bosser avec nous sur des projets, quoi, ça nous intéresse. Puis moi, je savais pas du tout ce que c'était. Il y avait mon petit frère qui avait un Atari à l'époque, mais ça m'intéressait pas trop, quoi. Puis c'est comme ça que ça s'est passé, quoi. Donc après, en fait, par la suite, j'ai passé ma thèse, donc je me suis plus éloigné, en fait, des aspects graphic design. Et puis j'ai rebossé pour Yubi, que j'avais bossé chez Yubi en fait il y a quelques années. J'ai rebossé sur Yubi, avec Yubi, mais dans un autre échelon en fait, on va dire, un autre échelon d'intervention sur les games. Donc c'était avec d'autres intérêts. Et puis pour quelques studios, des petits studios à Québec, comme Frima par exemple, et EA Game à Montréal. Enfin donc il y a aussi des gros trucs, quoi, mais un peu de tout. Je travaille en VR pas mal en fait, donc j'ai pas mal d'intérêt en fait avec la réalité virtuelle parce que mon sujet de thèse était spécifiquement lié à ça. Et puis je travaille maintenant en fait, je donne des cours aussi dans une université ici où j'ai pas mal de plaisir avec ça. J'ai fondé les Emotional Games Awards, peut-être ça parle à certains d'entre vous. En fait, l'objectif, c'est de pousser vers des games qui nous remuent plus les tripes et puis qui vont aller chercher peut-être un peu plus loin, comme dans des médias comme le cinéma, des choses intéressantes. Voilà, c'est ça. Et puis, bon, bref. Donc, je vais vous parler un petit peu de research. Donc, c'est plus les problématiques qu'on aborde en fait dans la recherche et dans le game aujourd'hui. C'est assez récent en fait parce qu'on parle de l'industrie du game comme si c'était quelque chose qui était évident et puis que le game en soi s'était industrialisé. La réalité en fait c'est que on est encore dans un média qui est très naissant et puis qui s'est créé de manière empirique. Cherchez pas la méthodologie en fait. La méthodologie de création de la game, quoi, ça n'existe pas. En fait, chaque studio en fait, a sa propre méthodologie. Vous changez 10 fois de studio dans votre vie, vous allez rencontrer 10 façons différentes de faire les choses, quoi. Donc il y a quand même des lignes directrices qui sont souvent liées au bon sens. Mais la réalité, en fait, c'est qu'il y a plein de méthodes, et puis la plupart des méthodes, on les a développées de manière empirique, quoi. Donc assez récemment, en fait, le game a eu quand même suffisamment de moyens pour se poser la question, comme l'a fait le cinéma il y a quelques années aussi, il y a une trentaine d'années, de savoir si on pouvait avoir en fait des fondements qui seraient plus scientifiques, donc appuyer sur des questionnements plus pragmatiques et rationnels pour savoir est-ce qu'il y a des réponses réelles aux questions qu'on se pose ou est-ce que c'est juste une question de feeling et puis voilà, une fois ça marche, une fois ça marche pas et puis on peut rien prévoir, quoi. Donc l'idée en fait de faire de la recherche, c'est d'essayer en fait de mettre des choses plus rationnelles en fait à l'intérieur en fait de nos métiers pour essayer en fait de toucher le public plus à coup sûr, quoi. Donc ça peut vous paraître un peu barbare comme truc, mais c'est ce qu'on fait chez plein de gens comme Walt Disney depuis près de 40 ans, quoi. Donc ça peut faire du sens aussi, quoi.
Je suis arrivé chez Ubi en fait comme research coordinator. Donc le but, c'était de coordonner en fait de la recherche spécifique sur des sujets différents. Donc on a fait de la recherche sur Assassin's Creed. C'était comme on a mis en place comme les premiers retours user. Donc en fait, les utilisateurs, sans le savoir, nous envoyaient de la data et nous, on était capable de savoir jusqu'où ils allaient à l'intérieur des games, quand ils arrêtaient en fait de jouer, etc. quoi. Donc c'était comme des informations importantes et puis qui semblent comme évidentes, mais qui n'existaient pas en fait avant, quoi. Donc moi, ce que je trouvais bizarre, c'est que ça n'existe pas avant qu'on commence à travailler dessus, en fait, quoi. Donc ces volumes d'informations-là étaient hyper importants. Ça a permis de voir qu'il y avait vraiment une différence entre acheter un game et puis finir la game, quoi. La réalité, en fait, c'est que les gens achètent les games, mais que dans leur grande majorité, sur les AAA, quoi, il y en a 32% qui finissent réellement les games, quoi. Donc c'est comme si, en fait, vous alliez tous dans une salle de cinéma et puis vous allez voir un film que vous avez attendu vraiment pendant très longtemps, et puis vous avez payé quand même assez cher, en fait, pour aller voir le film, et puis au bout de 20 minutes de film, tout le monde sort de la salle, quoi. Enfin, bon, il reste 30% de la salle qui continue à regarder le film, quoi. Donc on a quand même mis beaucoup d'argent dans le reste du film. Puis les gens, ils sortent et ils disent « Ouais, c'était quand même bien. » Waouh. Donc moi, je trouvais ça comme un peu bizarre quand même, quoi. Enfin, bref. Donc pour moi, en fait, on essaye, quand on met énormément d'argent en fait, dans un produit, ben, on a envie que les gens ils aillent au bout de l'aventure. S'ils vont pas au bout de l'aventure, il faut se poser la question, c'est pourquoi est-ce qu'ils vont pas au bout de l'aventure? Est-ce que le média qu'on a produit, il fit bien avec le marché ou avec les attentes des gens? Qu'est-ce qu'on produit? Est-ce qu'on a juste besoin de faire des trailers, des beaux trailers pour vendre des produits? Enfin, bref. C'est questionnant. Donc on a travaillé sur plein de sujets comme ça. On a travaillé aussi sur Might and Magic Duel of Champions. Si vous connaissez, en fait, c'est un jeu de cartes, en fait, hein, qui est intéressant. C'était un vieux jeu de cartes, en fait, chez Ubi. Et puis on a fait du eye tracking, en fait, pour essayer de voir comment les jeux interagissaient vraiment avec la GUI du jeu. Et la GUI du jeu, en fait, elle avait été faite de manière très très empirique, en rajoutant des éléments avec le temps, petit à petit, à l'intérieur de la game, quoi. Et la réalité, c'est que les gens qui étaient vraiment des aficionados et puis qui passaient vraiment beaucoup de temps sur le game, ils savaient comment ça marchait, ils étaient à l'aise avec ça. Mais les new users, les newbies, en fait, ils comprenaient rien du tout au game, quoi. Déjà, on avait fait plein de tests en fait avec le panel de users qu'on avait. Et puis quand on a fait les tests avec les panels de users, on donnait des licences gratuites du game aux gens pour qu'ils puissent tester le game. Puis on s'apercevait que la plupart, ils abandonnaient, alors que c'était comme gratuit. Ils abandonnaient très très rapidement. Puis on voulait comprendre pourquoi. Donc on a fait du eye tracking avec des heat maps en fait, qui nous permettaient de savoir ce que voyaient les gens et puis comment ils agissaient réellement avec la GUI. Et ça a été monstrueux, quoi. On s'est aperçu que vraiment ça partait dans tous les sens. Donc on a remis en place l'ensemble en fait de la GUI après ces recherches, ce qui a été positif par la suite, quoi. Donc l'intérêt en fait des recherches, c'est pour vous en fait, pour tout le monde en fait, c'est les papiers qu'on va sortir de ces recherches-là, quoi. Les papiers sont accessibles. Donc je vais vous montrer en fait pas mal de documents en fait à l'intérieur de la présentation. La plupart en fait il y a les références des documents à la fin. Les documents ils sont accessibles, vous pouvez avoir accès à ces documents, c'est le principe même de la recherche en fait, quoi. Donc globalement, généralement on travaille avec des panels de users et puis on va essayer d'être le plus objectif possible en fait dans notre recherche. C'est vraiment ce qu'on va faire, quoi. Et on essaye en fait d'objectiver nos résultats. Et la recherche, elle est soumise à un comité de lecture qui est composé d'experts qui, eux, en fait, ont déjà fait des recherches et qui vont dire, OK, on publie ou on publie pas. Donc ça vous donne déjà comme une garantie que c'est passé par un comité. La recherche elle a été faite vraiment correctement et puis que potentiellement, en fait, on a intérêt vraiment à regarder ce qu'il y a derrière, quoi. Donc il y a beaucoup de choses qui commencent à être faites dans le domaine du game et c'est suffisamment récent pour que vous y fassiez attention, en fait, parce qu'il y a encore 15 ou 20 ans, il n'y avait pratiquement rien, hormis en fait
des thèses psychosociaux où on disait que les games ça rendait fou et qu'il fallait pas jouer parce que les petits enfants allaient être dépressifs, etc. Et tout, quoi. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. En fait, il y a plein de thèses qui vont dans l'autre sens, quoi. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de papiers, en fait, ce qu'on appelle des articles scientifiques qui sont faits dans plein de domaines et qui sont des domaines intéressants. Et donc là, c'est ceux que moi, en fait, j'ai produits depuis une quinzaine d'années maintenant, quoi. Donc je travaille beaucoup sur les domaines des émotions. Je travaille aussi en ce moment pas mal, en fait, sur les problématiques du VR, avec des nouvelles problématiques qui vont s'imposer à nous. En fait, la narration, c'est facile, en fait, dans le jeu vidéo, en fait, créer de la narration, notamment comme nous, on a l'habitude de le faire, avec des cutscenes. Donc on va créer, en fait, de la narration avec des cutscenes, etc. Puis en VR, en fait, ça va être vraiment problématique, quoi, parce qu'on sort pas les gens, en fait, dans des cutscenes toutes les 3 minutes, sans casser, en fait, la notion de présence et d'implication dans la VR. Donc en fait, la problématique, ça va être vraiment de trouver des nouveaux systèmes narratifs qui vont imposer plus ou moins, en fait, des stimuli narratifs aux gens, ou s'imposer, en fait, comme stimuli narratifs aux gens sans que les gens en aient vraiment l'impression. Qu'est-ce que je peux vous montrer comme exemple? C'est si on prend simplement un game, n'importe quel game, en fait, AAA, et puis vous êtes en train de fighter, vous êtes dans un combat tout simple, quoi, et puis à un moment, il y a une grosse explosion qui va se passer là-bas, quoi, avec des conséquences très très importantes pour l'ensemble de la narration après. Qu'est-ce qui se passe? On fait un cutscene. Donc à un moment, vous êtes en train de fighter, toc, ça s'arrête. Vous pouvez plus fighter, et puis on vous met une caméra à 360 qui va se déplacer par là-bas, qui va vous montrer l'explosion, parce que c'est important pour la narration. Puis on va vous montrer les yeux de la personne, waouh, attention, c'est hyper important et tout, quoi. Donc ça, c'est le process qu'on a l'habitude d'utiliser, en fait, dans le game. Mais en VR, c'est pas possible, on peut pas faire ça. Si on fait ça, on rend tout le monde malade. Donc on est obligé, en fait, de stimuler, en fait, les gens, stimuler l'attention des gens naturellement pour qu'ils aillent vers l'attention, que leur attention soit portée, en fait, vers le stimuli narratif, comme l'explosion. S'il y a une explosion là-bas, et puis que vous tous, en fait, vous pouvez pas la voir, en fait, parce que vous pouvez pas l'entendre, parce qu'il y a beaucoup de vent, alors en fait, vous l'entendez pas, et puis si vous tournez pas la tête, vous la voyez pas. Mais moi, en fait, je la vois, hein, parce qu'elle est dans mon champ de vision. Qu'est-ce qui va se passer, en fait, dans notre monde réel à nous? Moi, je vais exprimer la peur, je vais avoir les yeux qui vont être exorbités comme ça, et je vais faire « waouh !» Et vous dites, enfin inconsciemment, vous dites « waouh, il a vu quelque chose qui lui a fait faire waouh !» Tu vois? Et vous allez tourner la tête vers le stimuli narratif. Bah, en gros, c'est ce que fait les Bernardo Agents. Tous les Bernardo Agents, en fait, le dernier process qu'on a développé, en fait, sont des agents émotionnels intelligents qu'on met à l'intérieur des mondes virtuels et qui vont porter l'attention des utilisateurs vers les objets narratifs. C'est ça. Donc, revenons un petit peu à nos moutons. La problématique, en fait, notre problématique, c'est de créer, en fait, des character design qui vont créer, en fait, qui vont susciter les émotions des gens. Donc, au tout début de la game, on n'avait pas vraiment de problématique émotionnelle parce qu'on avait quand même peu de bits qui étaient alloués, en fait, au chara design. Donc on avait le tennisman, là-bas c'était juste 4 pixels en gros, donc c'était difficile en fait de créer de l'émotion avec ça. Puis après on a eu quand même des sprites où on avait plus de possibilités d'action, mais ça ne veut pas dire qu'on les utilisait bien en soi, quoi. Si on voit Donkey Kong et qu'on regarde en fait sur la face qu'il a, quoi, on n'est pas trop capable de dire si est-ce qu'il est en colère. Il y a 50% de la salle, ils vont me dire il est en colère, puis d'autres ils vont me dire non, il est en train de rigoler. Et puis on ne sait pas vraiment c'est quoi. C'est qu'en fait on n'a pas réellement utilisé les codes scientifiques en fait, de ce qu'est la colère à l'intérieur du chara design. Et on a juste laissé l'artiste exprimer en fait son idée de la colère. Et puis nous qui sommes joueurs, ben, ça ne nous parle pas tellement en fait. Parce qu'on n'a pas du tout les traits de la colère, hormis qu'il monte ses dents, qui sont un trait significatif de la colère. Montrer ses dents dans la colère, c'est être prêt à mordre. En gros, quoi, c'est ce que font les chiens, les chevaux, etc., quoi. Mais ces yeux, eux, ils n'expriment pas du tout la colère, ils expriment plus la surprise, ils sont grands ouverts, ils sont prêts à regarder partout s'il va se passer quelque chose. Donc en fait, on a un mélange de deux expressions d'émotions qui ne marchent pas. Pour autant, en fait, on avait des sprites qui auraient été utilisables et puis que l'artiste n'a pas utilisé à l'époque.
Mais quand on regarde bien, c'est correct, quoi. En fait, on peut supposer que dans une petite équipe de développeurs, au début, quand on a commencé à créer de la game, on n'était pas réellement sensibilisé aux questions émotionnelles, quoi. Mais avec le temps, on s'est sensibilisé à ces questions-là parce que c'est les questions qui font vendre, évidemment, quoi. Donc on peut voir en fait le chara design de Mario Bros. En fait, c'est l'évolution supposée en fait de son chara design à travers le temps. Puis on voit qu'il exprime de plus en plus des choses émotionnelles. En fait, chaque personnage qu'on veut nous vendre ou nous montrer, en fait, c'est la promesse d'une interaction émotionnelle hyper importante, en fait. Mais malheureusement, la réalité, en fait, du jeu, en fait, avec ce type de personnage, c'est qu'il n'y a pas d'expression d'émotion, quoi. In-game, il se passe rien du tout, en fait. Et c'est quasiment, en fait, la création d'un schème comportemental culturel qu'on a fait avec le temps. Des années après les années, en fait, on a créé, en fait, dans le game, un monde autistique où les personnages qu'on rencontre, eh ben, ils créent pas d'émotion, quoi. Jamais, quoi. Et puis c'est vrai pour Mario, et puis c'est un petit peu moins vrai peut-être pour Sonic, par exemple, quoi. Sur les mêmes tranches d'époque, en fait, puisque si vous avez joué tous, la plupart vous avez joué à Sonic, vous avez vu que Sonic, des fois, il exprimait des choses comme la douleur ou la colère, etc., quoi. Son visage, il reste pas neutre tout le temps, quoi. Mais c'est quand même une constante. Malheureusement, c'est une constante, en fait. Pourtant, on a des éléments pour travailler qui sont importants. Et il y a quelques studios, en fait, qui aujourd'hui travaillent avec ces éléments-là. Notamment, je vous conseille en fait, l'ensemble du travail qui a été fait par Paul Ekman. Ekman, en fait, c'est un scientifique qui a travaillé dans les années 80-90 en fait, sur l'expression des émotions et qui a essayé de déterminer si on avait tous ou pas en fait, les mêmes expressions d'émotions, quoi. Et pour ce faire, en fait, il a fait des photos d'expression d'émotions d'étudiants américains, puis il a fait la même chose en fait, avec des gens d'une tribu de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui n'avaient jamais été mis en contact en fait, avec l'humanité. Pour voir si, en fait, au fur et à mesure du temps, après 60 000 ans d'évolution, en fait, les gens avaient développé en fait, les mêmes expressions faciales pour exprimer les émotions et quelles émotions on était capable en fait, de retenir. En fait. Parce qu'il y a beaucoup d'expressions d'émotions qui sont sociales, comme la honte, etc., mais qui ne sont pas exprimées de la même façon en fonction des cultures. Par contre, on a des sets d'expression d'émotions, donc à peu près 7 émotions justement, qui sont toujours exprimées de la même façon, que ce soit le rire, la surprise, la colère, que sais-je. La peur par exemple, on les exprime toujours de la même façon. Et puis c'est vrai pour les humains, mais c'est aussi vrai pour les animaux en fait. La plupart du temps, si vous exprimez la colère, si moi j'exprime la colère, en fait je vais froncer les sourcils, si je suis vraiment très en colère, je vais montrer mes dents aussi. En fait, je me prépare à l'attaque, quoi. Ça fait 60 000 ans que je sors de la forêt et ça fait 60 000 ans en fait, que j'ai développé des expressions d'émotion pour exprimer la colère, pour faire peur aux gens qui viennent en face de moi, mais aussi pour leur dire que je suis sympathique ou je suis à l'antithèse de la colère, c'est-à-dire que quand j'exprime la colère, je le montre. Quand je suis content, je le montre à l'inverse, en fait, à l'antithèse en fait, de la colère. Donc j'exprime, je vais montrer mes sourcils, etc., quoi. Donc en fait, on est obligé, nous, de dealer avec les 60 000 ans en fait, d'évolution qu'on a eu précédemment. Si on les oublie, ça fait pas de sens, quoi. Si on s'en remet qu'à notre propre sensibilité, ça veut dire qu'effectivement, on a acquis, on a bien compris c'était quoi ces 60 000 ans en fait, d'évolution, et puis on va être capable de les retransmettre. Mais quand vous avez la responsabilité d'un développement d'un jeu, vous ne pouvez pas vous en remettre qu'à la sensibilité supposée d'un designer de caractère. En fait. Vous êtes obligé à un moment en fait, de vous reposer sur des choses fondées, quoi. Donc Ekman, ce qu'il a montré, c'est qu'il y avait des groupes musculaires qui étaient sensibilisés pour chaque expression d'émotion. Donc souvent, en fait, c'est lié à l'évolution, on va le voir tout à l'heure, mais pas seulement. La plupart des animaux expriment les émotions de la même façon. Les chevaux, eux, en plus,
d'exprimer comme on l'a vu en fait. Donc eux, ils vont moins avoir de mobilité en fait sourcilière parce qu'ils ont les yeux sur les côtés. Mais par contre, ils vont mettre les oreilles en arrière pour éviter de se les faire manger. Et ça, c'est leur expression de la colère aussi. C'est ce qu'ils sont capables en fait de déterminer, quoi. Donc on a des groupes musculaires, on a plein de groupes musculaires qui ont été isolés en fait sur le visage et on est capable en fait de repérer quel groupe musculaire est actif pendant chaque expression d'émotion et dans quelle mesure. En fait, c'est une échelle de 4 points en fait, donc c'est de 0 à 4 et chaque groupe musculaire va être activé en fait en fonction de ces points. Ce qui fait que grâce à Ekman, on est capable de mesurer ce que sont des émotions réelles, d'émotions feintes. Par exemple, donc Ekman s'était beaucoup inspiré d'un chercheur français qui s'appelle Duchesne, qui avait travaillé sur l'activation musculaire des groupes musculaires par l'électricité. Ce qu'on appelle le sourire de Duchesne. Donc Ekman, qui est là en fait, vous avez remarqué que c'était son expression neutre ici en fait à droite, et puis il y a deux expressions de sourire. Il y en a une qui est feinte. Laquelle est feinte? Levez le bras si vous pensez que celle qui est feinte, c'est celle du milieu, par exemple. Ok. Et celle qui est feinte, c'est celle de là ou de là? Celle qui est ici? Bon, il y en a qui lèvent pas le bras, en fait, ils veulent pas se prononcer. Ils ont raison, en fait. La véritable expression, en fait, du sourire, c'est celle qui est au milieu. Celle qui est à droite, c'est celle que vous faites sur les selfies, etc. Alors, ce qui est un peu paradoxal, c'est que nous, on a tellement l'habitude, en fait, de voir sur Facebook les gens sourire, genre, comme ça, qu'on finit par penser que c'est une expression naturelle du sourire. Mais moi, je vous vois sourire ici de temps en temps, je peux vous assurer que personne ici ne sourit comme ça. Non, vous souriez naturellement, en fait. Vous monopolisez assez peu, en fait, de vos groupes musculaires. La problématique, c'est que si on ne sait pas ce que c'est qu'un sourire, en fait, réellement, on va les produire quand on va avoir besoin, en fait, dans le game, même dans une cutscene, de mettre des sourires, mais on va faire des choses qui correspondent à rien, quoi. On va dire, ah ouais, sourire, en fait, c'est ouvrir la bouche, montrer ses dents, c'est relever, en fait, les pommettes pour fermer les yeux, puis voilà, c'est bien, t'es cool avec ça. Puis en fait, t'as un sourire qui ressemble à rien, mais qui peut faire même peur, quoi. Tu vois? Donc la problématique, ce que je veux dire, c'est qu'on a des outils, en fait, qui sont disponibles pour ça. Au moins, vous pouvez vous référer à Ekman et dire, ok, lui, ce mec-là, il a quand même travaillé 30 ans de sa vie, et puis il est supposé quand même être vachement suivi par la communauté scientifique. Ça pourrait être intéressant de s'intéresser justement à sa job et à son travail. Qu'est-ce qui se passe dans le game réellement aujourd'hui? Mais il se passe ça, en fait. Le game, c'est vraiment une dichotomie, en fait, de paradigme. C'est vraiment le paradigme de la dichotomie. En fait, dans le game, quel qu'il soit, en fait, vous avez, en règle générale, le monde dans lequel vous allez interagir, et puis le monde où on va vous raconter des histoires. Le monde où on vous raconte des histoires, ça va être du cutscene. Dans le cutscene, dans le trailer ou n'importe quoi, on va mettre quelques expressions des émotions. Mais des expressions, entre guillemets, qui ressemblent la plupart du temps à rien, quoi, tu vois. Puis vous n'êtes pas dupe avec ça, là. Vous savez que ça marche pas, quoi. Mais bon, on vous la vend comme ça, quoi. Mais in-game, il se passe quoi? Et il se passe ça, là. On prend comme l'exemple ici, en fait, de Horizon Zero Dawn. Et dans Horizon Zero Dawn, en fait, on a Rost, qui est en fait le buddy qui va aider en fait la petite fille à évoluer, quoi. Puis quelles que soient en fait les expressions d'émotion qu'il a, on voit que son visage il évolue pas énormément, quoi. Mais si c'était vrai que dans ce game-là, quoi, la réalité c'est que c'est dans tous les games. Ça va parce que la plupart du temps, en fait, on joue en third personne et puis on suit le gars à l'arrière, donc on voit que ses fesses, donc c'est correct avec ça, quoi. Donc pour exprimer les émotions, il y a d'autres choses, quoi. Mais la réalité, en fait, c'est que quand on va passer réellement, quand on va vraiment basculer vers la VR et qu'on va être vraiment dans les mondes virtuels, quoi, en fait, ça va être quoi la promesse en fait des mondes VR dans le game? C'est des mondes autistes, quoi. On sera dans des mondes autistiques, des mondes en fait où on ne sera pas capable de repérer les expressions des émotions des gens, mais on ne sera pas plus capable d'en produire, en fait.
Donc c'est vraiment comme un monde autiste, en fait, où on n'est pas capable en fait de savoir. Si vous voulez savoir ce que c'est qu'un monde d'autiste, en fait, vous jouez à un game quoi, en FPS, puis vous voyez que les gens, ils n'expriment pas beaucoup d'émotions, quoi. Puis vous êtes correct avec ça, quoi. Nous, le problème, c'est qu'on justement, on est correct avec ça. On pense que, comme maintenant, c'est un schème comportemental, on est capable de faire avec ça, puis que ça va bien, quoi. Moi, je pense qu'il y a d'autres voies quand même, quoi. Donc c'est exactement aussi ce qui se passe sur la vision qu'on a juste à droite. En fait, on est en fait dans un combat. Puis vous regardez la tête du gars qui est prêt à fighter pour sa vie, quoi. Le gars, c'est l'enjeu, il est terrible, là, il va mourir en fait. Mais vous voyez, c'est son expression de face, quoi. C'est comme s'il allait au bal-trap, quoi. Mais par contre, il y a l'expression de son corps qui nous dit quand même qu'il est prêt à nous combattre. C'est ça qui est intéressant. Ça veut dire que dans les expressions d'émotion, on va jouer énormément en fait avec le visage, mais pas que. On va aussi pouvoir jouer sur l'expression corporelle. Est-ce que ça a toujours été comme ça ? Est-ce que vous pensez que ça a toujours été comme ça ? Non. Non. En fait, il y a eu en fait dans d'autres époques, à d'autres moments, on a dit on n'a pas beaucoup de bytes à utiliser, mais on va les utiliser quand même correctement pour exprimer des choses avec ça, quoi. Et c'était comme le cas en fait dans les premiers games en fait 3D comme Wolfenstein Castle en fait où on avait des sprites pour animer les personnages. Et puis comme les sprites, on se les prenait quand même en pleine face. Les développeurs ont dit quand même on va y mettre le paquet et puis quand ils vont devoir exprimer des émotions, ils vont les exprimer réellement, quoi. Donc on avait ça, en fait, c'est pas une constante. Ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui prennent en considération que c'est important. Mais malheureusement, c'est pas toujours le cas, en fait. Voyons voir un petit peu ce que nous dit la science sur le corps. En fait, il y a pas mal d'études qui ont été faites, qui sont rarement prises en considération aussi, sur la façon dont nous, en fait, on interprétait en fait, la gesture, les mouvements du corps dans les expressions d'émotion. Et on est sensible à des choses très très particulières. Notamment, en fait, on voit que dans la colère, quand un opponent est en colère, eh ben, contrairement à ce qu'on pense, on ne va pas regarder son visage, on va regarder ses mains. Parce que nous, on sort de 60 000 ans dans la forêt, puis on en a marre de se prendre des Xilex dans la tête. Donc on a dit, ok, là, c'est peut-être ses mains qui sont dangereuses, plus que le gars, il va peut-être pas nous mordre, mais par contre, il va peut-être nous balancer quelque chose, quoi. Ou il va peut-être nous donner un coup de poing, quoi. Donc nous, on sort de ça, et c'est avec ça qu'on deal essentiellement. Donc à chaque expression d'émotion va correspondre en fait à une expression gestuelle différente. Donc c'est intéressant, en fait, il y a des recherches qui ont été travaillées là-dessus. On a aussi fait des recherches où on a essayé de comparer notre capacité à traduire une émotion en prenant que le visage de la personne ou en prenant le corps et le visage de la personne. On s'aperçoit que quand les deux en fait sont présents, on reconnaît bien plus en fait de manière significative les expressions des émotions. Oui, c'est voilà, j'ai pas j'ai pas appuyé sur le truc. On reconnaît bien plus les expressions des émotions que quand en fait on n'a qu'un seul des deux éléments. Nous, la problématique souvent, c'est que dans la game, on va focaliser sur une seule expression d'émotion, ou la gestuelle, ou le gesture, ou rarement en fait l'expression faciale. Donc en soi, c'est à prendre en considération. Évidemment, il y a d'autres méthodes qui sont disponibles. En fait, on n'est pas systématiquement obligé en fait de prendre l'approche scientifique et on peut s'intéresser à d'autres approches. Et il y en a qui le font très bien, comme Preston Blair en fait. Preston Blair qui est la référence, en fait, qui est une des grandes références en fait dans le domaine d'animation et qui avait une grande capacité, lui, de synthétiser ce qu'est l'expression des émotions, parce que c'était quelqu'un qui était vraiment observateur. Donc c'est aussi une approche intéressante. Dans tous les cas, en fait, ce qui est intéressant, c'est de multiplier les approches, et scientifiques et artistiques. Enfin, c'est ce qui me semble le plus cohérent aujourd'hui. Continuons rapidement. En fait, je vous parlais précédemment en fait, de la distance en fait, qui était nécessaire à la compréhension des émotions, parce qu'effectivement, il y a des émotions pour lesquelles on va avoir la nécessité absolue en fait, de coopter en fait, avec le visage des personnes.
Et si vous êtes dans l'empathie, par exemple, vous allez avoir la nécessité, bien souvent, de visualiser réellement le visage des personnes, quoi. Donc dans le game, c'est pas toujours possible. En fait, parfois on est très éloigné, parfois on est très close, parfois on est médium. Enfin, à chaque fois, en fait, à chaque game va correspondre un point de vue caméra, quoi. Et ça ne sera pas toujours les mêmes messages qu'on va envoyer, quoi. Donc comme on le voit ici, en fait, il y a on va s'intéresser à plusieurs émotions, comme la sympathie, la compassion et l'empathie, avec en prenant bien en considération que pour chacune des émotions, notre activité à nous sera différente, quoi. La sympathie, en fait, c'est acté pour aider la personne. On va aider dans le sens de la personne. La sympathie, c'est plutôt ce qu'on va produire pour des gens qu'on connaît réellement, en fait, quoi. Ensuite, on a la compassion. La compassion, c'est partager et action. La compassion, c'est agir. Donc, être en compassion, c'est réellement se dire, ok, je vais agir parce que je comprends ta douleur, je comprends ta peine, je comprends ta problématique, je vais agir avec toi. Puis après, on a l'empathie. L'empathie, c'est pas du tout dans l'action, on est plutôt distant en fait, mais on comprend aussi en fait ce qui se passe, on comprend les émotions. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de considération là-dedans, notamment des activités neuronales. Il y a beaucoup notamment des neurones qui vont être mis, ce qu'on appelle les neurones miroirs, qui vont se mettre en branle en fonction de ce qu'on va visualiser en fait de l'expression des émotions des personnes. Il y a en fait donc des distances pour chaque émotion. Quand on est très très éloigné en fait des choses, c'est difficile de partager des émotions avec la distance. La distance, en fait, c'est plutôt le point de vue qui va aider en fait la surprise, le wonderful, c'est joli, c'est la contemplation. Quand on est en distance, on est plutôt sur les aspects contemplatifs, de manière générale, quoi. Donc on regarde, c'est joli, etc. Par exemple, la vue de New York, là-bas, difficile d'être en empathie pour les petits gens qui sont dans les immeubles, on est d'accord. Pour autant, en fait, l'image là-bas, en fait, c'est une image du 911. Donc c'est quand les buildings ont été collapsés en fait, par les avions, quoi. Mais en fait, quand vous regardez l'image, personne ne va verser une larme, parce que pour verser une larme, il faudrait vraiment visualiser en fait, les gens à l'intérieur de l'immeuble, et peut-être même avoir des plans serrés sur leur visage, quoi. Donc il y a vraiment, en fait, choisir un point de vue caméra, c'est pas anodin en fait pour un game. Ça veut dire qu'on va faire des choses, mais il y a aussi des choses qu'on pourra pas faire. Moi, je dis souvent, quand je suis en avion et puis que je passe au-dessus d'un pays, tu sais, oh, je peux dire, waouh, qu'est-ce que c'est Ouganda là? Waouh, ça craint là-bas, dis donc. Waouh, tu vois. Et puis après, je vais changer de film sur mon truc là, parce que je peux pas être en empathie sur un truc où j'ai une distance énorme là, tu vois. C'est pas possible. Ou alors, il faut que j'atterris et puis je vais aller voir les gens et puis je vais me mettre en résonance avec ces gens-là. Ça sera pareil en fait pour d'autres niveaux en fait. Oui, j'ai changé que sur le mien. Donc, on a d'autres niveaux en fait où on peut fonctionner en fait sur la compassion. C'est le cas de Limbo. En fait, Limbo est très inspiré en fait, a été très inspiré. Enfin, leurs auteurs ont été très inspirés par La Nuit du Chasseur ou l'Otto Renninger, les animations du début du XXe siècle que vous connaissez sans doute en papier découpé. Donc ça, c'est vraiment en fait le point de vue qui permet d'être en compassion. Donc je comprends en fait, c'est contextuel. J'arrive à comprendre ce qui se passe. J'arrive à comprendre en fait pourquoi les gens en fait, il leur arrive des choses. Et puis je vais agir aussi, j'ai la volonté d'agir avec eux, quoi. Et puis l'autre niveau en fait d'émotion, c'est le close, c'est en fait c'est l'émotion qui va servir l'empathie. Bah ouais, c'est pareil. Ok, c'est l'autre d'après. Donc c'est ça. Donc une magnifique scène de Blade Runner, le premier. Donc voilà. Où en fait on est complètement en résonance, quoi. Mais pour être en résonance, on a la nécessité absolue en fait de visualiser la personne, l'expression, les détails, les micro-expressions des émotions de la personne. Si vous tapez émotion movie ou émotion movies en fait sur Google,
toutes les images qui vont vous sortir sur 3 pages, ce sera des images très très close, où vous allez être vraiment en fait sur le visage, sur des expressions de visage. Quand vous voulez vraiment marquer la résonance, vous êtes obligé d'être très très près. Et ça fonctionne. Des fois, vous regardez un truc, oh, vous allez avoir la petite larme à l'œil, mais vous n'allez pas comprendre le contexte ni rien du tout, vous ne savez pas du tout, parce que vous venez de prendre le film en cours, mais en fait, vous n'y pouvez rien. Là. En fait, c'est votre cerveau qui se met en résonance sur ce qui se passe. Donc c'est assez facile en fait à produire. C'est ce qui se passe en fait dans quelques expressions d'émotions. Donc ici, on a plutôt les expressions d'émotions réelles en fait, celles qui marchent bien. On arrive à comprendre en fait que les gens sont en douleur, malgré que, je vous l'accorde, ce sont des acteurs, donc ils sont en train de feindre des émotions, donc ce ne sont pas des émotions réelles. Et en fait ici, en fait, on a les expressions pas réelles d'émotions en fait de personnes qui sont feintes. Et qui marche assez mal en fait. La problématique qu'on va rencontrer avec l'expression des émotions, c'est l'Uncanny Valley. Donc c'est sans doute un format en fait, un document que vous connaissez déjà bien en fait. Donc Uncanny Valley en fait c'est une découverte d'un scientifique en fait, Masahiro Mori. Voilà, ok. Donc, qui a fait cette découverte-là dans les années 70 et qui, lui, travaillait plutôt dans les domaines de la robotique. Et au Japon, en fait, on n'a pas tellement les problématiques qu'on peut avoir dans nos sociétés judéo-chrétiennes, en fait, de recréer en fait, un humain à l'image d'un humain. Quoi. Donc, eux, ils se sont posé la question de savoir pourquoi, quand ils essayaient de créer des robots humanoïdes, ça marchait pas, il y avait un rejet en fait du public par rapport à ces robots humanoïdes. Par contre, quand ils font des robots qui ressemblent à rien, des robots chiens, des robots cuillères, des robots ménagers, des robots tondeuses, etc., ben, il n'y a pas de problème avec ça en fait. On accepte que ces robots-là en fait puissent exprimer des émotions, quoi. Donc lui, en fait, ce qu'il a mis en évidence, c'est l'Uncanny Valley. En fait, c'est un trou qui existe en fait dans notre capacité à accepter en fait des personnages, des avatars ou des robots qui sont réalistes ou qui ne le sont pas. Généralement, en fait, si je vous mets un robot ici, comme, je sais pas, vous avez des noms de robots en tête? Pepper? Moi, je le connais pas celui-là. Mais... Bon, bref, c'est un robot quoi, genre boîte de conserve un petit peu. Très ré. Ah oui, mais par contre qui ressemble pas à un humain, quoi. Oh merde. Ok, bon, bref. Ouais, voilà, Wall-E. Ok, ouais, ça c'est cool. Ok, donc Wall-E, en fait, on est tous d'accord, ok, il ressemble plus ou moins à un humain, il exprime des émotions, on peut être en empathie et en compassion pour lui, il n'y a pas de souci avec ça, quoi. On comprend bien en fait ce qu'il veut exprimer, mais on le rejette pas, il nous fait pas peur, quoi. Par contre, quand vous créez des personnages virtuels, enfin, ou des robots qui ressemblent vraiment à des humains, et que vous les approchez, ben en fait, vous avez un rejet naturel pour ces robots-là. Plus on essaye de créer des robots qui sont humains, et plus en fait, nous, humains, on les rejette. Et ça, c'est issu de nos 60 000 années aussi dans la forêt, quoi. Tout ce qui est weird, tout ce qui est vraiment bizarre, qui est pas tout à fait naturel, on préfère le rejeter, quoi. Socialement, c'est quand même moins dangereux en fait, de rejeter un truc qui est un peu bizarre, parce qu'il a une drôle de tronche, parce qu'on ne connaît pas trop, d'ailleurs parce qu'il est étranger à notre peuplade ou étranger à nous, on ne prend pas de risque, on dit stop, quoi. Et le robot, en fait, il y a ce sentiment-là. Mais au-delà de ça, il y a un autre phénomène qui se passe, c'est que le robot, quand il est vraiment très réaliste, ou l'avatar dans le jeu, quand il est vraiment très réaliste, mais qu'il y a des petits détails qui ne vont pas, comme sur la personne qui est là, il y a des petits détails qui ne vont pas, et ben en fait, on a l'impression que c'est un vivant mais mort. On dit, oh, il est comme vivant, mais en même temps, non, et on nous l'a fait à l'envers, il n'est pas tout à fait vivant, il a des yeux un peu bizarres. Et puis, nous, êtres humains, là, après 60 000 ans dans la forêt, quand on nous vend un gars et puis qu'il n'est pas vraiment bien vivant, on dit, waouh, non, rejet, j'en veux pas.
Ce qui fait que toute l'industrie de la robotique japonaise, elle se dirige plutôt vers la création de robots qui ne soient pas hyper à l'expression en fait, de l'humain et puis qu'on prend des voies différentes. On préfère faire des robots qui ne ressemblent pas à l'humain parce qu'on les acceptera mieux que des robots qui sont humains. Et ben en fait, il y a eu en fait il y a une transgression en fait de ce qui s'est passé pour les robots sur les avatars. Et vous ressentez exactement le même phénomène quand vous regardez un film et que les personnages en fait 3D du film, ils sont un petit peu bizarres. Il y a un truc dans le regard qui marche pas. Ils sont un petit peu vivants, mais ils sont un petit peu morts. Tu vois, et la peau, elle n'est pas tout à fait nickel. On veut me faire croire qu'il est vivant, mais en fait, il n'est pas tout à fait vivant. Là. Et vous n'êtes pas trompé par ça, et vous rejetez carrément, en fait, en bloc, ce qu'on essaye de vous présenter comme prétendument vivant, quoi. Donc ça, c'est l'Uncanny Valley. Donc, pour ne pas tomber dans l'Uncanny Valley, il faudrait qu'on ait des personnages dont l'expression des émotions puisse pas nous tromper. En fait, on regarderait l'expression des émotions, puis on dirait waouh, c'est géant, quoi. Là, c'est pile poil. Je peux pas savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai, quoi. Et là, il n'y a pas de rejet. Mais à partir du moment où il y aura toujours ces différences-là, alors ça va rester très très compliqué. Donc dans le cinéma, c'est pas tant compliqué parce qu'en fait, il suffit de copier en motion capture des personnages pour les transposer en fait dans le virtuel. Puis on peut faire aussi du post-process, etc. Donc c'est correct avec ça. Mais dans le game, c'est compliqué. Dans le game, quand il va falloir vraiment interagir avec des personnages virtuels vraiment humains, bah ça va vraiment être compliqué parce que ça veut dire, ça suppose que ces personnages-là, en plus d'être réalistes, il faudra qu'ils réagissent aussi de manière humaine, quoi. Puis là, c'est pas gagné, quoi. Et que l'expression de leurs émotions soit aussi humaine. Donc ça, c'est encore moins gagné, quoi. Parce qu'on a du mal à le faire. Uncanny Valley, c'est ça, en fait. Là, on a 3 exemples d'Uncanny Valley avec 3 personnages où vous savez prétendument en fait, qu'on veut vous les vendre comme vivants, mais en fait, à chaque fois, vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas dedans. Ça peut faire l'échec total d'un game, quoi. Où on dit, ça ne marche pas, quoi. Alors, on peut accepter aujourd'hui que dans certains games, ça puisse fonctionner. En fait, on a des games où ça fonctionne quand même, quoi, et où on accepte ça parce qu'en fait, c'est devenu quasiment en fait, un schème culturel où on dit, OK, ben, en fait, c'est un game, donc ça veut dire que je suis en train de me balader dans un monde d'autistes, et puis tous les mecs qui arrivent, en fait, ils sont pas vivants, ils sont un peu Walking Dead. OK, c'est correct avec ça, je suis bien parce que j'ai l'habitude de ça, quoi. Et ça, c'est vraiment un schème culturel, un schème comportemental qu'on a développé. Mais si on veut progresser réellement, ben, ça va être quand même difficile pour l'avenir. Donc, il y a l'option pour ça. L'option facile, en fait, c'est de choisir en fait, entre réalisme et puis stylisé. On va choisir en fait stylisé, quoi. Stylisé, on prend moins de risques parce que si on retourne en fait au schéma de l'Uncanny Valley, on est très très éloigné en fait du gap qu'on avait tout à l'heure, du fossé, quoi. On est vraiment au début du truc, quoi. On fait vivre des fourchettes, on fait vivre des lampes, et puis nous, ça nous va bien avec ça, on accepte, on dit waouh, c'est du fake, mais c'est pas grave. Puis c'est vrai aussi pour les personnages qu'on a ici, quoi. On dit ok, il n'y a pas de souci avec ça, on n'essaye pas de nous les vendre comme pour des vrais, quoi. C'est aussi le choix qui a été fait en fait sur Walking Dead justement, où en fait les personnages, on a un aspect cartoon avec un petit cel shading pour ne pas tomber dans les problématiques qu'on aurait pu rencontrer précédemment. Voyons voir. Sur un autre sujet, en fait, toujours sur les problématiques des avatars qu'on a vu tout à l'heure, en fait, il y a un truc il y a une constante. En fait, ces avatars qu'on dirige et qu'on essaye de faire bouger, on a du mal en fait à rentrer réellement en empathie et en compassion avec. Pourquoi ? Parce qu'ils sont distants, parce qu'en plus, ils n'expriment pas d'émotions. Ou alors, quand ils expriment des émotions, enfin, c'est très très limité, quoi. Le questionnement que j'ai, en fait, j'ai pas la réponse aujourd'hui, mais je trouve que ce serait intéressant de se poser la question. Il y a eu beaucoup de thèses dans le passé qui ont montré en fait qu'il y avait une certaine identification à l'avatar. Quand on joue à l'avatar, en fait, il y a un genre de transfert en fait qui se fait vers l'avatar qu'on est en train de jouer, etc. Donc ça, c'est comme un prérequis presque au développement en fait, de ce type de game, quoi.
Mais la question qu'on pourrait supposer, ou la question qu'on pourrait poser, c'est si le game n'avait pas eu ce développement technologique ou culturel qu'on a eu précédemment, est-ce que notre vision en fait sur l'écran n'aurait pas été dissociée et différente? Est-ce qu'on n'aurait pas accepté un moment que l'avatar qu'on joue, eh ben en fait c'est plus un pet, tu sais, qui va répondre à nos injonctions et puis qui va communiquer avec nous, quoi. Et puis ça pourrait être intéressant en fait de se dire, ok, l'avatar que j'ai là, en fait quand il a mal, il me regarde et il me dit, waouh, putain, tu diriges mal. T'as vu comment tu joues pas bien, je me suis fait mal et tout. Essaye de faire attention, quoi. Donc ça pourrait être intéressant de se poser la question et de se dire, ok, ben on prend vraiment pour prérequis que le pet, en fait, il a sa propre autonomie et puis qu'il exprime vraiment des émotions, mais qu'il est en capacité vraiment d'exprimer des émotions vis-à-vis de moi. Peut-être que ça permettrait d'augmenter en fait le niveau d'empathie ou de compassion. C'est un questionnement. Bref. Si on fait des personnages réalistes, hein, il y a des choses qui sont importantes à prendre en considération. Si on choisit en fait de faire des personnages réalistes, ça a été le cas en fait sur une étude que j'ai menée en fait au Canada justement, où on travaillait sur des personnages réalistes qui étaient censés générer de l'empathie et de la compassion. Donc évidemment en fait on va travailler avec les FACS, les Facial Action Codec System qu'on a vu précédemment en fait de Paul Ekman, pour essayer d'avoir des expressions qui sont cohérentes. On travaillera inévitablement en fait, ça veut dire qu'on doit absolument en fait choisir de travailler avec les Dynamic Normal Map. Ça veut dire que en plus en fait d'utiliser les morphers et les blend shapes pour exprimer des émotions en déplaçant les vertex, on va aussi choisir d'utiliser des normal maps qui vont être dynamiques et qui vont créer des reads d'expression qui vont arriver en fait en fonction des expressions d'émotions. C'est obligatoire. Ce qu'on utilise peu aujourd'hui, et pourtant c'est gratuit, en fait, ça coûte rien parce que c'est juste un morpheur, c'est l'utilisation du pupil size. En fait, je ne sais pas si vous avez déjà eu cette expérience-là. J'ai une amie américaine en fait qui a un hijab, en fait, et comme les femmes qui ont des hijabs, elles essayent souvent de mettre leurs yeux en valeur, en fait. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais c'est souvent un peu un truc comme ça, quoi. Elles essayent de mettre leurs yeux en valeur et tout. Et puis, je l'ai connue pendant plusieurs mois, tu sais, puis je disais quand même, elle a un truc un peu bizarre dans l'œil. Genre un peu Uncanny Valley, quand même. Tu vois, je dis, pourtant, tu sais, c'était le vrai monde et tout, et puis il n'y avait pas de soucis, c'était pas un robot et tout, quoi. Mais en fait, au bout de plusieurs mois, je me suis dit, mais tiens, Eric, t'es trop con, quoi. Mais elle a des lentilles, quoi. Mais tu sais, elle a des lentilles de couleur. Ça lui permet pas de changer la taille de ses pupilles. Et ben moi, en fait, je me suis rendu compte de ça, mais tu sais, longtemps après, que le fait que elle change pas, que sa taille de pupille change pas, c'était quand même un petit peu bizarre. Si on veut faire des personnages réalistes, en fait, on va faire varier en fait la taille des pupilles des personnages en fonction de leurs expressions d'émotion. Et comme le petit chat qui est là-bas, qui est capable aussi d'exprimer de la colère, vous avez tous vu un chat qui exprime de la colère, en fait, il va utiliser en fait l'ensemble de ses poils, c'est Erectopilus, en fait, tous les poils se gonflent, il se met sur le côté, il dit waouh, attention, je suis super gros, viens pas me chercher parce que je suis trop balèze et tout, quoi. Nous, en fait, quand on est en colère, on a tous les poils, enfin moi oui, j'avoue, quoi, qui s'hérissent, quoi. Tu vois, qui se mettent un petit peu, puis quand on n'a pas de poils, en fait, on a la chair de poule, quoi. Mais la chair de poule, c'est hérité de nos 60 000 ans de forêt. On est comme le chat, en fait, on essaye de faire gros. Je suis en colère, wow, ça gonfle, quoi, en fait, quoi. Alors aujourd'hui, je vous dis pas que quand on fait un personnage réaliste, il faut gonfler les poils sur les bras, etc. Et tout, quoi. Mais par contre, ce qui nous reste de ça, en fait, humainement, c'est un changement chromatique. C'est que nous, en fait, on va changer de couleur en fonction des expressions des émotions qu'on va avoir. Si les gens, ils ont peur, ils vont devenir tout blancs parce que le cœur va pomper tout le sang pour le mettre dans nos jambes pour qu'on puisse partir en courant. Donc l'expression de la peur, c'est un changement aussi chromatique. L'expression, il y a plein de choses. Et changer, en fait, la chromatique, c'est pas grand-chose en soi. Je suis vachement long, hein, c'est ça. Ouais. Ensuite, on utilisera du realistic motion capture. En fait, quand on veut faire du réel, en fait, avec des humains, on est obligé en fait d'avoir de la motion capture. On peut pas faire de keyframe
d'exprimer du keyframe en fait pour avoir des personnages réels, c'est body gesture. Bon, bref. Je vais aller super rapide. Je vous fais ça. En fait, ils m'ont coupé le machin. Ils ont dit comme ça, il va pas nous embêter. Ça marche plus, c'est vrai en plus. Au secours. En fait, tout ce qu'il y avait de bien, ça venait juste après. Alors, attends. C'est le timing. Voilà. Donc, c'est dans la même idée en fait que si on veut faire du réaliste, on sera obligé en fait de faire motion capture aujourd'hui. Si en fait on choisit de faire du stylisé, on sera obligé en fait de faire du keyframing. Faire du motion capture pour du stylisé, ça marche pas. Ça fonctionne pas, quoi. Enfin, dans un sens comme dans l'autre, ça marche pas. Est-ce qu'il s'est réveillé? Ouais, super. Je vous parle de phrénologie. C'est la fin en fait de la démonstration. Peut-être certains d'entre vous savez ce que c'est que la phrénologie et overgeneralization. Phrénologie, c'est un mot monstrueux en fait. C'est un truc. On a essayé en fait d'imaginer que la forme en fait de la tête des gens, ça allait correspondre en fait à un type intellectuel, quoi. Puis dans les années 1936, il y a des gens un peu mal intentionnés qui ont utilisé ça pour dire voilà, si t'es comme ça, c'est que t'es comme ça, etc. Bref, bon, ouais. Donc là, il y a des exemples de phrénologie qui sont américaines, hein, qui sont pas allemandes, parce qu'aux États-Unis, c'était très populaire aussi cette science entre guillemets, où on disait que ça, c'était forcément un gentil mari qui allait rester à la maison, et puis celui-ci, c'était un mauvais, etc. Bref. Donc, on va parler de overgeneralization, c'est la surgénéralisation en fait de nos sentiments vis-à-vis en fait de gens quand on rencontre des gens, et ça détermine aussi beaucoup ce qu'on va produire en fait en character design. Mais ce n'est pas de la phrénologie, c'est juste ce que je voulais vous mettre en garde. Voilà, par exemple, quand vous voyez ma tête, en fait, dès que j'arrive, vous êtes formalisé un sentiment sur qui j'étais, ou est-ce que c'est un gros con, ou il va pas m'intéresser, ou il va me la jouer à l'envers, ou ouais, il a l'air digne de confiance, enfin bref. En fait, ce sont des choses qui sont issues des 60 000 ans dans la forêt. Parce que, en fait, quand vous êtes 60 000 ans dans la forêt et que vous rencontrez des groupes de gens, vous êtes obligé, en fait, à un moment, de savoir quelles sont les intentions des gens. Et en fait, l'overgeneralization, c'est de savoir, en fait, quel va être le ressenti des gens par rapport en fait aux types qui vont voir. Donc globalement en fait on est sensible aux mêmes choses. C'est la raison pour laquelle en fait on a globalement la même idée du beau, ou la même idée en fait c'est la raison pour laquelle il y a des stars, en gros parce que globalement de manière assez générale on voit les choses de la même façon, quoi. Mais il y a quand même en fait une partie qui est idiosyncratique, hein, c'est qu'elle est liée à notre expérience. Si par exemple j'ai la tronche de votre oncle que vous ne pouvez pas encadrer parce qu'il vous a foutu une baffe quand vous étiez petit, vous n'allez pas m'encadrer, direct, quoi. Mais ces gens-là, ça ne nous intéresse pas en fait. En développement de game, nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt overgeneralization en fait. En surgénéralisation, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que globalement, en fait, on est sensible à des choses comme les anomalies de symétrie. On est très sensible en fait à la symétrie des corps. Donc dès qu'on a des dissymétries, en fait, on rejette cette dissymétrie. Puis ça vous aura pas échappé en fait que le petit garçon qu'il a été à l'école maternelle, ça a été un peu compliqué pour lui, quoi. La réalité, c'est que dans le domaine du cinéma, on va utiliser cette dissymétrie parfois pour jouer en fait de l'empathie ou de la compassion. Prenez Elephant Man par exemple, quoi. Donc si c'est dissymétrique, pour nous, c'est weird, c'est ou ça a une relation avec la maladie, ou ça a une relation avec quelque chose de pas sain. Et depuis 60 000 ans dans la forêt, quand il y a quelque chose de weird, on dit waouh, non, non, reste là-bas, en fait, on va. Non, parle-moi à distance, c'est correct comme ça, on est bien là. Ok. Donc ça ne veut pas dire que
Parce que ugly, c'est pas bien. Ça veut pas dire, pour le coup, que beautiful, c'est toujours bien aussi. Beautiful, ça marche pas toujours. Il y a des fois où ça marche pas non plus. Sur les principes de l'overgeneralization, il y a une chose qui est importante, on appelle ça dimorphism. En fait, c'est la dissociation en fait, qui est faite entre les genres, quoi. La dissociation des genres. Souvent, en fait, la visualisation qu'on va avoir de ça, c'est que plus les gens sont genrés, en fait, c'est la dissociation de la morphie, en fait, plus les gens sont genrés, donc les filles genrées filles, ben on va plus les apprécier, et les garçons genrés garçons, globalement, on va plus les apprécier aussi pour ce qu'ils sont supposés être. Évidemment, dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça, mais vous, comme tout le monde, en fait, vous êtes sensible à ça. Et vous, comme tout le monde, en fait, vous êtes sensible au game qui renvoie ces informations-là. Le jeu, plus que n'importe quel autre média au monde, il utilise en fait de ces codes-là en les renforçant et en faisant des filles qui ne ressemblent pas à des filles. Celle de droite, en fait, c'est celle qui est normale. Et celle de gauche, en fait, c'est celle qui est supposée être normale dans la vie du game, quoi. Et puis c'est vrai dans énormément en fait, de domaines. On va pousser en fait, le dimorphisme à son paroxysme pour en fait, nous rassurer, en fait, nous, petits êtres humains, en fait, par rapport aux problématiques du jeu. Alors, en fait, on pourrait supposer que plus on va aller vers les extrêmes, donc plus les femmes vont avoir un physique féminin, donc ça veut dire très très petit menton, tout ça, ouais. En fait, etc. Et ben en fait, plus ça va fonctionner. Mais en fait, on s'aperçoit que c'est pas vrai. En fait, il y a des études qui ont montré que la réalité, c'était qu'on était plus sensible au caractère médium. Donc, en fait, on préfère en fait que ce soit médium. Globalement, en fait, notre sensibilité, elle va plus vers ça que vers les extrêmes, en fait. Et puis, j'ai fini. Je crois que j'ai fini, en fait. Je crois que j'ai fini, en fait, là. Je voulais vous parler du babyfacedness, qui est très populaire, en fait, à 16 ans. En fait, à 16 ans, en fait, dans le monde entier, en fait, les babyfacedness, donc, sont les gens qui ont des visages très poupons, c'est très populaire. Et ça marche énormément aux États-Unis. Par contre, on leur fait plus du tout confiance quand ils ont 20 ans. Les babyfacedness. Donc, ce qui crée en fait une problématique chez les babyfacedness, ils sont obligés en fait de devenir un peu des rebelles pour qu'on les prenne au sérieux. Donc, si vous faites des héros avec des babyfacedness, généralement, ça fonctionne pas. Ça, c'est malheureusement. Il y a toujours Walking Dead, en fait. Je le regarde jamais, en fait. Hein. Donc, Eugene, qui est au bout, en fait, qui a un babyfacedness, on lui fait pas confiance, clairement, quoi. Mais il y a des contre-exemples. Abraham a aussi un babyfacedness. Okay, mais Abraham, en fait, il s'est rajouté des artefacts comme les grosses moustaches, des gros bras, des grosses jambes, donc on peut lui faire confiance. Ce que je veux dire, c'est que malgré en fait, qu'il y ait de l'overgénéralisation, on peut quand même sortir en fait, de ces schémas-là. Je continue, et c'est presque fini, je vous promets. Donc c'est quoi en fait un caractère correct? Ça pourrait être par exemple un caractère médium. En fait, ce monsieur a traversé en fait toutes les périodes du cinéma et c'est vraiment 5 minutes. Et puis en fait, il a en fait toute le physique en fait médian qu'on a vu, mais ça ne veut pas dire que pour autant Calimero peut pas fonctionner aussi dans un game, quoi, en fait, en gros. Je vous la fais vraiment court, quoi. Et ça, c'est l'évolution d'un personnage, d'un character design qu'on a fait en fait sur overgeneralization. Donc en fait, on a travaillé en fait avec ces méthodes-là pour essayer de créer des personnages qui correspondaient vraiment à nos besoins. Donc je vous l'ai fait très très rapide. Le problème en fait de l'overgeneralization, c'est que on se retrouve aujourd'hui en fait avec des games où en fait les études sont les mêmes. Qui sont utilisés par par des studios différents, et puis on se retrouve avec des buddies et des jeunes filles en héroïne qui fonctionnent exactement sur les mêmes principes. Donc ce que je veux dire, en fait, c'est mon dernier slide, c'est que tout ça c'est intéressant, mais qu'il faut aussi savoir prendre du recul par rapport à ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'y intéresser, mais il faut aussi savoir prendre du recul. Voilà, je suis désolé. Merci beaucoup. On n'a pas beaucoup dépassé en vrai.
Non. Par contre, on va devoir limiter un tout petit peu le temps de questions, parce que comme il y avait une pause qui devait reprendre du coup dans 10 minutes... Si tu leur dis qu'il y a une pause, alors... Non, mais on va prendre quelques questions, par contre on sera limité un petit peu. Bonjour, alors j'ai 2 questions, mais rapides. Ma première, c'est est-ce qu'il n'y a pas des émotions qui sont quasi impossibles à reproduire dans un jeu, parce que difficilement déjà compréhensibles dans la réalité, comme le mensonge, par exemple? Et ma deuxième question, c'est est-ce que l'expression d'un personnage passe pas aussi beaucoup par le son, avec comme exemple un film en anglais, qu'on le regarde en version originale ou en mauvaise version française, on n'a pas du tout la même perception, pourtant l'expression faciale et corporelle est la même. Ouais, moi je regarde pas Walking Dead en français. En fait, non. Bref, tu as raison. En fait, il y a des expressions d'émotions qui peuvent être compliquées en fait à reproduire. Dans le cas en fait de ce que tu disais tout à l'heure, c'est la culpabilité. Mais la culpabilité, malgré tout, elle est codifiée. Donc on sait en fait que c'est le mélange de 2 expressions d'émotions. Donc on est capable en fait scientifiquement de dire ok, la culpabilité va monopoliser tel et tel groupe musculaire. Donc c'est intéressant en fait de se poser la question déjà et d'aller chercher pour dire ben finalement il y a peut-être des réponses, quoi. Et l'autre question que tu poses, c'est évident, quoi. C'est en fait moi là je m'intéresse en fait qu'à un seul stimuli quasiment, mais c'est le stimuli visuel, hein. Et le stimuli visuel en fait vous savez que vous y êtes énormément sensible. Mais souvent en fait ce que nous on dit et on le sait, c'est que le stimuli le plus important émotionnellement c'est le stimuli musical et sonore. En fait, je vous mets une musique qui fait pleurer, bon, il y a 30% de la salle qui pleure, quoi. Je vous mets des images sans musique, sans son, c'est pas gagné, quoi. Tu vois, donc on est quand même hyper sensible en fait à tous les aspects sonores, au moins autant qu'aux aspects visuels, quoi. L'un va pas sans l'autre. Oui, tout à l'heure tu parlais de l'exemple de Counter-Strike et le fait que les personnages n'exprimaient pas d'émotion. Mais vu que dans Counter-Strike, on est dans un contexte assez réaliste, en fait, terroriste contre antiterroriste, et la question que je me posais, c'était est-ce que ça desserverait pas le jeu, en fait, de faire des personnages qui souffrent, en fait, vu que c'est un jeu qui se base beaucoup plus sur le gameplay, les réflexes, etc. Et ça rendrait pas l'expérience complètement horrible si on voyait la gueule des personnages quand ils se prenaient une balle en mode... oui. Tu ressens les émotions. Tu as raison à 100%. En fait, c'est la question, c'est quelle est la destination de ce qu'on fait. Dans CIS, ils ont trouvé la réponse parce qu'on va dire que là, je montre une image avec un personnage, mais on sait tous que à 80%, en fait, les gars, ils ont des cagoules, quoi. Oh, également. Donc ça va bien, quoi. Tu vois. Donc les méchants comme les gentils, tout le monde a des cagoules et puis on est tranquille avec ça, quoi, en fait, quoi. Mais oui, la réalité, ça dépend beaucoup de c'est quoi les games qu'on veut faire. Et en fait, moi, je pense que ça a du sens en fait de faire cette démonstration à vous en fait qui êtes plus indie en fait, on va dire que AAA, parce que justement dans l'indie game, il y a énormément de games qui sont émotionnels ou qui vont jouer sur la fibre émotionnelle, quoi. Alors que dans le AAA, en fait, on regarde, c'est du mastoc, quoi. L'émotion, elle est censée être que dans les cutscenes. Malheureusement, quoi. Tu vois, malheureusement, quoi. Ok, non, mais je vois l'idée du coup. Merci. Bonjour. En fait, la question que je voulais poser, tu l'as quasiment posée. Et effectivement, est-ce que vous posez la question, justement en VR, plus tard, si on joue à un truc genre Counter-Strike ou n'importe quoi, où on est avec plusieurs personnes, l'interaction entre les joueurs, du coup, et leurs émotions, est-ce qu'on est déjà en train de penser à des systèmes où on va pouvoir renvoyer, entre guillemets, grâce au casque, ou je sais pas, tu vois, de faire du performance capture, mais justement en direct, et est-ce que justement ça va pas complètement changer la façon de jouer, et est-ce que ce sera encore du jeu vidéo si on interagit émotionnellement, en fait? Ouais. Il y a plein de réponses que moi j'ai pas sur la façon dont ça va évoluer. En fait, tu vois, sur la façon dont ça va évoluer émotionnellement, quoi. Est-ce que ça va changer notre vision du jeu? Ça, c'est une évidence. Je pense que en fait, la VR, en fait, le fait de jouer vraiment beaucoup en VR, ça va nous mettre devant le constat que effectivement, on est dans des mondes autistiques et que ça va pas, quoi. Donc, on va aller vers d'autres recherches. Et en fait, les questions que tu poses, oui, il y a des réponses.
en fait, il y a des développements autour de casques de réalité virtuelle. Il y a pas mal de développements en fait sur des casques où on va aller faire du eye tracking. Donc on va récupérer la position des yeux, mais en même temps qu'on fait du eye tracking, on va récupérer en fait la position des sourcils et on met des petits capteurs sur les côtés du casque qui vont récupérer en fait les mouvements des groupes musculaires dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc l'idée, c'est effectivement d'avoir de véritables interactions émotionnelles entre les gens en utilisant des casques de VR. Et ça, c'est une obligation, en fait. On sait que c'est une limitation, en fait, aujourd'hui. Enfin, tu vois, on va pas passer encore les 10 prochaines années à aller, en fait, dans des trucs sociaux en VR et puis à se faire des coucous avec la main. Et puis, c'est ça. Il y a une limite, quoi, tu vois. Donc, effectivement, on y travaille. Il y a des travaux là-dessus, quoi. Ouais. Bonjour. Alors, moi, c'est pas tout à fait une question, c'est juste un... J'ai envie de partager un truc. Tu parlais tout à l'heure du rapport entre le joueur et son avatar. J'avais joué à un petit jeu, moi, une fois, je crois que c'était un jeu de Game Jam, où quand tu prends le jeu en main, l'avatar t'interpelle et te dit « Attention, je ne veux tuer personne ». La première chose que tu fais, c'est ramasser une épée, et au bout de 10 secondes, tu croises un monstre, et tu es obligé de le tuer si tu veux avancer. Tu tues le monstre et le personnage te dit « je ne voulais tuer personne », il jette l'épée. Tu continues d'avancer et tu vois qu'il commence à être résistant, il commence à ne plus être d'accord avec tes choix et au bout d'un moment, en fait, il ne veut plus sauter non plus. Donc tu peux plus sauter, tu es obligé d'essayer d'avancer sans... T'arrêtes le jeu. Voilà. Et en fait, à la fin, il ne veut même plus avancer et tu ne peux pas terminer le jeu en fait, si tu ne trouves pas un moyen d'avancer sans tuer le monstre. Et du coup, je trouve que ça reflète un petit peu le questionnement, qu'on a aujourd'hui avec est-ce que tous les choix que vont faire le personnage dans le jeu sont vraiment éthiques et ont une incidence cohérente par rapport à l'univers. En fait, c'est pas une surprise que tu vois, c'est le genre de choses qu'on retrouve en game jam en fait. Parce que typiquement, en fait, on voit que la production de l'indie, comme la production de la game jam, c'est une production qui est riche. Parce qu'en fait, on se pose moins de questions marketing, on est plus dans l'émotion, justement, et puis on produit en fait des objets émotionnels, quoi. Donc c'est intéressant, en fait, effectivement, qu'il y ait des éléments comme ça, en fait, des éléments de réponse comme ça. Donc moi, je vais chercher, du coup, à voir ce que c'est. Mais pour moi, c'est un vrai questionnement, en fait, de savoir, est-ce qu'on a questionné suffisamment, est-ce qu'on peut pas plus questionner, en fait, le rapport qu'on a, en fait, à cet avatar qu'on va déplacer, et qu'est-ce qu'on fait avec, quoi. Alors peut-être pas jusqu'à ce qu'ils nous disent non, parce que on est vraiment dans l'extrême, mais qu'on développe une relation en fait avec lui. Et puis si on a développé une relation avec lui, on n'a vraiment pas envie qu'il lui arrive quelque chose, quoi. Donc on va vraiment essayer de le protéger. Émotionnellement, ça nous implique beaucoup plus en fait dans la game, quoi. On dit waouh, attention, je veux pas qu'il lui arrive un truc parce que s'il meurt, ça me fait du mal quelque part parce que j'y tiens. On a une relation tous les deux, quoi. Ça, je pense que ça a été assez peu questionné. Puis on voit bien que c'est pas une question de technologie, c'est vraiment une question de volonté, quoi. Donc, je trouve ça intéressant. Merci beaucoup. Je suis désolée de ne pas pouvoir prendre d'autres questions, mais c'est pour. On a le délai avec les deux conférences, donc pas prendre trop de temps. Je suis désolé pour les suivants. Merci beaucoup. En Merci. tout cas.